Catherine Bertin. Daniel Boucher. Béatrice Caresco a donné pouvoir à M. Gara. Didier Casimajou. Didier Charlot. Dominique Clavier. Bernard Daney. François Dora. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Bernard Dréau. Laurence Ducos. Patrick Expert. Laetitia Faubé. Thomas Filiatre. Maryse Fortino. Michel Garin. Monsieur Gauthier. Jérôme Gauthier a donné pouvoir à Monsieur Dora. Vincent Joanneau. Pierre Laïto a donné pouvoir à Madame Porta. Michel Latapi. Corinne Leland qui m'a informé qu'elle arriverait avec un petit peu de retard, mais elle va arriver. Julien Le Tacon a donné pouvoir à Madame Perronet. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy. Valérie Ménoré. Ah, mais j'avais un collègue qui s'appelait comme ça. Jean-Bernard Papin. Présent. Frédéric Pédurand. Présent. Patricia Peigné. Portée disparue. Il nous a déjà une affiche, tu ne vas pas nous en donner une deuxième. Je peux le faire. Non, mais je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Oui, j'espère aussi. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez. Denis Pernin. Maggie Perronnet. Sylvie Porta. Alain Quérens. Audrey Rénal. Denis Rennes. Marilyn Rideau. À M. Pérez, d'accord, ok. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet. Et Aline Technay. Merci. Donc, ensuite, je vous propose, pour assurer le secrétariat ce soir, Sylvie Porta. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette désignation? Non, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Alors, la liste des décisions du président, vous avez les DIA qui sont affichés à l'écran. Et je crois qu'il n'y a que les DIA, hein, c'est ça. Ok. Ensuite, je vous propose, chers collègues, parce qu'on l'a eu un peu tardivement, je vous propose de rajouter une motion concernant le centre hospitalier Sud-Gironde à l'ordre du jour de ce conseil communautaire. On a besoin de les soutenir, vous savez qu'ils sont actuellement en difficulté, que certains services sont menacés de fermeture, et je crois que plus que jamais, les collectivités doivent venir en soutien, effectivement, à notre hôpital régional. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on ajoute cette motion à l'ordre du jour de ce soir, le vote de cette motion à l'ordre du jour de ce soir? Personne? Donc je vous remercie beaucoup. Donc je vais vous lire comme ça en suivant la motion de soutien. Voilà. Alors attendez, voilà. Alors le centre hospitalier Sud-Gironde, grâce à la dynamique de son projet d'établissement et à la mobilisation de ses équipes, a recruté 36 médecins ces 2 dernières années. Le centre hospitalier Sud-Gironde, comme tous les autres centres hospitaliers, a recours à des intérimaires. Ce recours va être limité par la voie RIST adoptée en 2021 et son application a été décalée au 3 avril afin de laisser du temps aux hôpitaux publics après les pertes de personnel accentuées par le Covid. Du temps, oui, mais pas de solution. Il est impératif de lutter contre le mercenariat de certains médecins intérimaires
qui grève largement les budgets hospitaliers par l'exigence de rémunération supérieure à ce que prévoit la réglementation. Cependant, à l'annonce de la mise en application de la loi, sans processus de transition, limité au seul établissement public de santé, a été suivi de défections en chaîne des personnels intérimaires inscrits sur les plannings d'avril et mai. Ceux-là même qui permettent la continuité de fonctionnement des services. Malgré la mobilisation du bureau des affaires médicales et des équipes médicales pour faire face, des services essentiels de l'hôpital ne pourraient pas être garantis à côté du 3 avril 2023. Les urgences connaîtraient plusieurs ruptures de soins, fermeture totale de 24 heures en l'état actuel des prévisions. Les blocs opératoires seraient également affectés de plusieurs fermetures. La maternité serait également dans l'impossibilité de garantir un accueil 24 heures sur 24, plusieurs fois par semaine et à compter de cette date. Ces annonces confirmées en conseil de surveillance du 29 mars 2023 ont renforcé les inquiétudes du personnel, de la population et des élus. Dans un contexte plus général de problématiques de ressources médicales dans les hôpitaux, les élus de la communauté de communes Convergence Garonne réaffirment la nécessité du maintien de l'ensemble des services du centre hospitalier Sud-Gironde de Langon, dont la maternité et la chirurgie. L'hôpital du centre hospitalier Sud-Gironde est le seul recours en proximité de territoire et la pierre angulaire de l'offre de soins hospitaliers comme libérale. Toute réduction de cette offre nuirait gravement à l'équité d'accès aux soins. Le territoire entend bénéficier d'une égalité d'accès aux soins. Face à ces risques, nous redemandons à ce que des moyens au centre hospitalier Sud-Gironde de fonctionner avec des emplois pérennes et non avec des intérimaires. Seuls les financements de l'hôpital public peuvent garantir une permanence de soins en nuit profonde sur nos territoires ruraux à faible densité de population et éloignés de plus de 30 minutes des grandes agglomérations. Face à ces risques, nous demandons à ce que des réquisitions soient faites pour maintenir et garantir l'accès aux soins et le maintien des services essentiels dont les urgences de la maternité et la maternité. Face à ces risques, les élus de la communauté de communes Convergence Garonne sont mobilisés aux côtés des habitants du territoire. Voilà la motion qu'on vous propose, chers collègues. Est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention sur cette motion? Non. Donc je vous propose de la valider. Et pour ça, vous prenez vos petits boîtiers et le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup, chers collègues, d'être en soutien à notre centre hospitalier de Langon. Nous avons également une autre motion qui est relative à la taxe spéciale d'équipement du grand projet ferroviaire Sud-Ouest. Par la loi de finances pour 2023, numéro 2022-1726 du 30 décembre 2022, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer
le grand projet ferroviaire Sud-Ouest a été institué. L'article 1609H du Code général des impôts prévoit ainsi que le produit de cette taxe est réparti entre toutes les personnes physiques et morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés, à l'habilitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de 60 minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leur établissement public de coopération intercommunale. L'arrêté du 31 décembre 2022 établit la liste des communes mentionnées à l'article 1609H du Code général des impôts. L'ensemble des communes de Convergence Garonne est concerné, c'est-à-dire toutes. Pour rappel, le Conseil communautaire a adopté une motion le 24 mars 2022 pour s'opposer au projet GPSO, notamment pour alerter sur les impacts environnementaux de celui-ci, insuffisamment pris en compte dans les mesures compensatoires qui vont à l'encontre des projets du territoire. Dans la continuité de cette motion, il est proposé de s'opposer à cette taxe pour les raisons suivantes. Sur la forme, cette décision n'a aucunement été partagée officiellement auprès des élus. Elle a simplement été publiée au journal officiel du 1er janvier 2023. Sur le fond, cette ligne est censée faire gagner du temps aux administrés des communes se trouvant sur l'axe Bordeaux-Toulouse, mais c'est sans considérer qu'il faudra au minimum 45 minutes à chacun d'entre eux pour rejoindre en arrière la gare de départ proche de Bordeaux. Il en ressort un intérêt particulièrement mis en doute. Pour ces deux raisons, il est proposé de demander le retrait immédiat de cette taxe spéciale d'équipement Grand Projet Ferroviaire Sud-Ouest. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet? Non? Donc, chers collègues, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. C'est bon? Le vote est clos. Pour 41 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Nous passons au point suivant. Administration générale, donc contribution volontaire au SDIS de Gironde. Depuis 2018, la CDC verse une contribution volontaire au SDIS de Gironde pour compenser son besoin de financement croissant lié à la croissance démographique. Par un courrier de février 2023, le SDIS demande que cette contribution soit reconduite. Il est également expliqué que suite à la conjoncture d'inflation budgétaire que subissent les collectivités, le conseil d'administration a décidé de réduire l'enveloppe des contributions volontaires à 2 millions d'euros, dont 500 000 euros pour les collectivités hors de Bordeaux Métropole, contre 4,7 millions en 2022. Au titre de l'année 2023, l'enveloppe globale de la CDC passe de 46 916,49 euros en 2022 à 18 679 000,53 € en 2023. Cette contribution est ensuite reversée par les communes à la CDC comme défini dans le tableau reçu en annexe du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet?
Donc je vous propose, chers collègues, de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, administration générale, organisation de la mobilité, instauration du versement mobilité. Et je donne la parole à notre collègue rapporteur Thomas Filiach. Oui, c'est bon. C'est pas pareil, c'est le micro. Du coup, alors pour les nouveaux élus, juste pour rappeler qu'effectivement on a pris la compétence mobilité. C'était l'année dernière, c'était effectif à l'été 2021. Donc on avait fait ce choix en conseil communautaire. Et donc on a petit à petit on a avancé sur différents sujets et dont le versement mobilité qu'on vous présente ce soir. Du coup, afin de mettre en œuvre toutes ces conclusions qui ont été mises en évidence sur le plan mobilité simplifié, alors le plan mobilité simplifié a été présenté en partie et juste avant cette réunion. Il sera envoyé à tous les élus communautaires et à tous les maires dès qu'on aura fait un compte rendu. Qui a été le plan mobilité simplifié qui a été fait à l'échelle de 4 communautés de communes, Sud-Gironde, Convergence Garonne, Réolé. Ces 3 CDC-là ont pris la compétence mobilité. Et donc dans ce plan mobilité simplifié, on a aussi intégré le BASAD, parce que le BASAD a aussi l'échelle des habitants, c'était logique qu'il y ait aussi le BASAD. Juste pour info, aussi, la CDC de Montesquieu a aussi pris la compétence mobilité, donc qui jouxte notre communauté de communes. Et on fait aussi leur plan mobilité simplifié, donc les deux plans seront évidemment mélangés. Donc en parallèle, il y a eu un travail aussi qui a été mené avec le CIS, l'ex-CIS, c'était un syndicat de transport sur le Langonnet, pour en faire un outil à terme du coup des mobilités du Sud-Gironde. Pour toutes ces actions, effectivement, il faut donc lever le versement mobilité. Si nous ne le levons pas, dans tous les cas, c'est Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui était le bras armé en gros de la région, qui lèvera ce versement. Donc dans tous les cas, il faut le lever, nous, de l'autre côté. Il faut qu'on délibère avant le mois de mai, pour que ce soit effectif au 1er juillet de cette année. Voilà, il y a des entreprises aussi qui sont quand même exonérées, tout ce qui est association d'utilité publique, à but non lucratif. Donc toutes les entreprises publiques ou privées d'au moins 11 salariés devront effectivement payer cette taxe mobilité. On a envoyé, après la conférence des maires, où il y avait eu un accord, on a envoyé du coup à toutes les communes, parce que vous prépariez le budget, donc il fallait quand même que ce soit prévu, même si c'est des petites sommes. On vous a envoyé ce qu'il y aura payé, quoi. En gros, en tout cas, l'URSSAF nous a fait ce retour-là. Voilà, donc on le lèverait à 0,5%. Pour ça, on a créé un comité des partenaires. Dans le comité de partenaires, il y a des entreprises du territoire, les principales évidemment, les gros pourvoyeurs en emploi, les cadres de l'Andiras, le centre hospitalier, ArcelorMittal, enfin, pour en citer que quelques-uns, mais aussi des élus étaient aussi présents, parce que la CDC aussi sera contributrice, mais les communes, on est beaucoup de communes à être aussi contributeurs. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc on lèverait 0,5% à partir du 1er juillet 2023. Voilà. Oui. Après quoi? J'avais une question par rapport à l'exonération des associations d'utilité publique. Mais quid des associations d'intérêt général? Aussi, elles sont aussi exonérées. Les seules qui ne sont pas exonérées, pour le moment, ça a été une question d'ailleurs du sénateur Gillet, c'est toutes les entreprises qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. La réponse du ministre là-dessus était assez claire, c'est qu'elles concourent aussi, elles ne sont pas forcément, ces entreprises-là, à but non lucratif. Donc, pour que ce soit équitable envers tout le monde, il n'y a que les associations d'utilité publique, effectivement, qui sont exonérées. Autre question? Donc, chers collègues, je vous propose de voter. Le vote est ouvert.
chers collègues, Patrick Desper a appuyé sur le portement, voilà, c'est bon. Et M. Durand. Oui, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Là, impeccable. Ça rame. Le vote est clos. « 37 voix pour, 2 voix contre, 2 voix abstention. » Alors, les voix contre, c'est M. Massieu et M. Pédurand. Et l'abstention, M. Gara et Mme Caresco, qui a donné pouvoir à M. Gara. Je vous remercie. Point suivant. Oui. Juste une petite remarque, c'est pas important, mais le code postal de l'Estac, c'est pas celui qui est sur le tableau. Comment? Le code postal de la commune de l'Estac-sur-Véronne est erroné sur le tableau qui est Ah. On va y apporter, chers collègues, la correction. Alors voilà, c'est important. De façon que vous pourriez arriver. D'accord. Non, mais tu as bien fait de le dire. Non, non. Tu as bien fait. Alors, toujours dans le cadre de l'administration générale, organisation de la mobilité, adhésion au syndicat intercommunal de secteur scolaire de Langon, 6, et transfert de la compétence d'organisation de la mobilité au dit syndicat. Et je laisse la parole toujours à notre collègue Thomas Filiat. Merci Jocelyn. Du coup, effectivement, donc, il y a eu ce travail-là de prise de compétences et de travail sur le versement mobilité et tout le travail aussi sur le plan de mobilité simplifié pour le plan de mobilité qui doit nous donner les actions à travailler pour les années à venir. Et donc, pour travailler tout ça, l'idée était de ne pas le faire chaque communauté de communes de son côté, parce qu'on n'a pas forcément l'ingénierie, nous, on n'a pas embauché quelqu'un non plus de notre côté. Donc c'était posé la question quand on a pris la compétence mobilité, je ne sais pas si vous vous rappelez, on la prenait parce qu'il fallait, dans tous les cas, il fallait se décider, mais on s'était dit après qu'effectivement ça pourrait être transféré, on avait parlé pendant un temps du pôle territorial, puis finalement l'idée a été vite mise de côté parce qu'on s'est fait aider par le cabinet ITER, qui nous avait aidé aussi dans la prise de compétences mobilité, hein, parce que c'était quand même très, très nouveau pour nous. Et le cabinet ITER a travaillé sur les statuts du CIS, qui est un syndicat intercommunal pour le moment du secteur scolaire donc, de Langon, avec qui certaines communes déjà travaillent, sont déjà adhérentes, Barsac, Budos, Prégnac, Pujol et Sainte-Croix-du-Mont, qui travaillent donc sur le transport scolaire. On est adhérent auprès de ce syndicat. Et donc le CIS avait une fragilité, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'on avait aussi passé des livres il y a quelques mois, avait une fragilité, et donc il fallait on était représentant déjà, nous, comme on avait pris la compétence, on était adhérents, enfin la communauté de communes était adhérente du coup au niveau de ce syndicat, et c'était comment transformer ce syndicat dans l'avenir avec des bons statuts pour qu'il soit un syndicat de mobilité à proprement parler, et donc qu'ils prennent la compétence mobilité. Voilà, donc du coup on a travaillé chacun aussi ensemble là avec le Réolais et le Sud-Gironde pour créer un syndicat de mobilité du Sud-Gironde. Cette transformation n'est possible qu'à la condition que les 3 communautés de communes évidemment soient d'accord, et à condition, pour notre communauté de communes aussi, c'est subordonné à l'accord des conseils municipaux. C'est pour ça que vous avez reçu dans les mairies un courrier, et donc il faudra passer aussi une délibération au mois de mai, vous, dans vos conseils municipaux, pour être d'accord sur cette création de syndicat. On l'avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la prise de compétence mobilité, on avait voté cette prise de compétence à l'échelle de la CDC, après on l'avait voté, nous, dans nos conseils municipaux. Voilà. Donc ce sera un syndicat mixte, ça ne change rien, juste une précision, ça ne change rien sur les syndicats de transport qui sont déjà existants, on l'avait déjà dit en conférence des maires, je le redis, ça ne change rien sur les syndicats de transport que vous avez déjà tous sur vos communes et qui font le ramassage scolaire, parce que pour le moment on n'a pas la délégation de la région, c'est la région qui gère ce transport scolaire, et on a décidé, en tout cas à 3 CDC, on a décidé de ne pas prendre cette compétence-là, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, il faut beaucoup de lignes, il faut beaucoup de bus et il faut beaucoup d'humains. Donc pour le moment ça reste comme ça en l'état, mais il y aura probablement des discussions avec la région qui se feront. Si la région veut à un moment donné s'en séparer, il faudra qu'il y ait aussi des rétributions financières.
Donc ça ne change rien sur les syndicats de transport. Des questions, chers collègues? Non? Je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 38 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions. Alors la voix contre, c'est Monsieur André Massieu. Et les 2 abstentions, c'est Monsieur Garat Michel et son pouvoir, Madame Caresco, qui donne pouvoir à Monsieur Garat. Voilà, je vous remercie beaucoup. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le tourisme sur la subvention annuelle dans le cadre de la convention d'objectifs triennale 2022-2024 avec l'Office de tourisme du pays de Cadillac et Podensac. Et la parole est toujours à notre collègue Thomas Filiat. Du coup, autre sujet donc, sur le tourisme, c'est quelque chose qu'on vote tous les ans. On a une convention du coup avec tourisme. Alors là, pour rappel aussi aux nouveaux élus, on a une convention avec l'Office de tourisme de Cadillac. Et on passe des conventions qui sont triennales. Donc là, c'est 2022-2024. Tous les ans, effectivement, on revote une convention en fonction du plan d'action qu'ils proposent. Juste une précision, les élus qui font partie du conseil d'administration devront s'abstenir, dont moi étant président de l'office. Donc voilà, je devrais aussi m'abstenir. Donc effectivement, vous savez que sur le tourisme, c'est une compétence qui est partagée, c'est une compétence obligatoire de la collectivité. On assure, nous, certaines missions, on a un service tourisme à proprement parler sur la collectivité, et on donne des missions aussi obligatoires à l'office, comme l'accueil, la diffusion de l'information, la promotion, la communication, la coordination des acteurs locaux. Et on donne aussi des missions facultatives à l'office sur la commercialisation, sur l'accueil, sur la promo, la communication et la commercialisation au niveau des balades fluviales, au niveau du port par exemple, et aussi dans l'animation de la taxe de séjour qui est gérée conjointement avec la communauté de communes. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi la taxe de séjour parce que c'est quelque chose qui rentre dans les caisses de la collectivité et dont on reverse une partie à l'office de tourisme. Donc l'Office de tourisme a travaillé un plan d'action, un budget annuel qui était annexé à la convention. Et donc avec ce plan d'action et ce budget prévisionnel, du coup on proposerait, donc on reste sur la mise à disposition, il y a un local du coup sur Cadillac. C'est toujours pareil, c'est un loyer sur c'est 18 240 € de loyer par an. Et on attribuerait une dotation d'un montant de 190 000 € pour 2023, pour qu'ils puissent faire leurs actions. Et 25 000 € de taxes de séjour. On perçoit, nous, donc sur 2022, on sait qu'on va percevoir à peu près 50 000 € de taxes de séjour. Donc dans notre convention, c'est minimum 50% qui est attribué à l'Office du tourisme et 50% qui sont gardés à la CDC pour effectivement mener des actions et notamment des études, par exemple sur l'aire de camping-car qui sera un projet à venir. Voilà, donc la commission de tourisme s'est réunie le 1er mars à donner un avis favorable. Voilà, s'il y a des questions sur le plan d'action ou sur le budget prévisionnel. Michel. Oui. Bonsoir, j'avais une question concernant le budget de l'OT. Je ne sais pas si on peut l'avoir à l'écran. Le budget de l'OT, il y a une augmentation des charges qui n'est pas cohérente avec l'augmentation des salaires. L'augmentation des charges sociales est de 47%. Et les salaires sont carrément stables. Donc est-ce que c'est un rattrapage de 2022? Non, si tu veux, c'est que pendant 2 ans, on a bénéficié des aides Covid. Donc il y a 2 ans, on a eu 20 000 € donc qui étaient. Alors ça a été en déduction de ces charges. 20 000 € c'était il y a 2 ans. On a bénéficié encore de 9 000 € l'an dernier. Et cette année, je sais que cette année, on n'aura pas ces aides. Donc le comptable, l'expert comptable qui nous suit, nous a dit ne prévoyez pas cette aide-là. Donc c'est pour ça que ça fait augmenter les charges. Et il y a une augmentation aussi, une augmentation du coût salarial qui a été actée effectivement en bureau et validée. L'augmentation salariale et donc les charges aussi augmentent. C'est pour ça, l'augmentation salariale plus l'aide Covid qu'on n'aura pas fait monter les charges. Okay. Donc l'aide qui va être apportée, l'aide de 190 au lieu de 170, ouais. Ça c'est pour couvrir le déficit de l'année dernière.
c'est pour rattraper, si tu veux. Il y a 3 ans de ça, on a voulu, effectivement, il y avait des efforts à faire, évidemment, sur toutes les missions de la CDC. Et donc, le service tourisme a été aussi impacté. Donc, on avait réduit parce qu'il y avait eu de l'excédent pendant 2 ans au niveau de l'Office de tourisme. On avait eu plus 28 000 € une année, on avait eu plus 7 000 € l'année d'avant. Donc, effectivement, on avait déduit, parce qu'une association ne doit pas faire forcément de bénéfices, et donc on avait réduit effectivement la voilure. On a gratté avec la directrice et sur tous les postes, on a essayé de voir sur la photocopieuse, sur les lignes téléphoniques, les frais de transport. Enfin, on voit qu'il y a quand même pas mal de lignes qui ont bougé pour affiner au mieux. On voit maintenant effectivement que 170 000 € ça suffit pas parce qu'on voit bien que les salaires c'est 170 000 € à peu près. Hein. Donc si on veut faire des actions derrière, il faut qu'on revienne à une dotation qui était... En 2019, on donnait 210 000 €. Donc on n'est pas là non plus pour donner 210 000 €, il faut essayer de coller au mieux par rapport aux actions. Donc on revient à une dotation un peu plus convenable, je dirais. On voit que pendant 2 ans, mais on a quand même, c'était très très dur, et je parle au nom de l'Office de tourisme, c'était compliqué parce qu'on a eu les feux l'an dernier ou la canicule, donc ça n'a pas aidé, plus les années d'avant, les années Covid, donc ça ne nous a pas forcément aidé à avoir des budgets et à avoir un résultat qui soit positif. Donc là on revient pour avoir un résultat positif en fin d'année. Enfin, j'avais une dernière question, c'est une question que j'ai posée l'année dernière. Est-ce qu'on a l'idée d'avancer sur le changement de statut de l'OT pour avoir une politique touristique plus cohérente avec le service touristique? J'ai toujours insisté sur cette espèce d'organisation bicéphale du tourisme qui ne doit pas faciliter l'efficacité, à mon sens, ni les économies. Donc est-ce qu'on a une réflexion engagée ou est-ce qu'il est prévu de le faire? Alors c'est toujours en cours. Alors sur les statuts, clairement on est sous statut associatif. Si on devait en tout cas phagocyter totalement et avoir un œil sur tout ce qui se passe à l'office qu'on a déjà, parce qu'effectivement on est déjà beaucoup d'élus à faire partie du conseil d'administration et à faire partie aussi du bureau, on transformerait ça en un EPIC, quelque chose comme sur Langon, ce qui n'aide pas forcément dans la gestion au jour le jour. Par contre, il y a une grosse réflexion, effectivement, et qui est toujours en cours, sur la création d'un office de tourisme à l'échelle d'un territoire beaucoup plus important. Vous avez ce soir des cartes avec une nouvelle marque qui sera déclinée dans les semaines à venir à la Gironde du Sud. On va travailler avec Montesquieu, Bazas et Langon. Est-ce que l'idée d'avoir un office de tourisme à cette échelle-là, pour être peut-être plus efficace, pour mutualiser des actions, je ne dis pas que ça ne fera pas forcément d'économie. En tout cas, d'avoir derrière, de donner en tout cas une vraie destination aux Bordelais, parce que pour le moment, on n'existe pas forcément par rapport aux mastodontes que sont Saint-Émilion et Arcachon. Là, l'idée est encore en réflexion, c'est des choses qu'on discute, moi je discute très librement avec l'équipe de l'Office de tourisme. Donc c'est toujours en réflexion d'avoir peut-être à terme un office de tourisme qui portera tout le sud Gironde. Ça c'est une chose, mais c'est pas prévu au niveau de notre CDC de transformer l'associatif. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas un projet avant de. Enfin, c'était pas un projet. Mais les échanges se sont nettement améliorés. Et donc c'est pour ça que le statut associatif permet quand même une certaine souplesse dans la gestion au jour le jour. Ok, je vous remercie. D'autres questions? Donc, pour rappel, doivent s'abstenir Thomas Filiatre, Dominique Clavier, Jérôme Gauthier, donc celui qui a, voilà, Maryse Fortinon, Vincent Joanneau, Michel Garat, moi-même, Julien Le Tacon, André Massieu, Daniel Boucher, Jean-Marc Depuy et Michel Latapi, il n'est pas là. Donc voilà, ceux-là doivent s'abstenir, donc c'est sur la touche 3C, hein, je rappelle. Les autres, le vote est ouvert, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Le plus petit, c'est par rapport à alphabétique.
Jean-Patrick. Je ne sais pas. Ça n'a pas pris. Voilà. Le vote est clos. Pour 30 voix, abstention 11 voix. Je vous remercie beaucoup. Point suivant, développement économique, renouvellement de l'adhésion et participation financière au réseau Manacom, et je donne la parole à mon collègue Dominique Clavier. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le réseau Manacom est un réseau qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie et nous sommes adhérents à ce réseau depuis déjà quelques années. Donc la proposition de ce soir, c'est renouveler cette adhésion et la contribution financière qui va avec. Alors, vous savez que le développement économique, c'est une compétence de la communauté de communes. À ce titre-là, bien entendu, le développement du commerce de proximité et l'artisanat est au cœur du dispositif, que dans ce champ-là, nous avons un manager ou une manager de commerce, le terme n'est pas manager de commerce, qui remplit cette mission. Elle est parmi nous ce soir. Et d'ailleurs, je voulais une action qui illustre ce travail, c'est ce qui s'est fait à Cadillac dernièrement dans le cadre de Mon Commerce, un incroyable talent qui a connu un beau succès. Donc le réseau Manacom porté par la Chambre de commerce permet de l'aider dans son travail au quotidien en l'accompagnant sur les collectivités, en lui permettant de participer à des salons, en créant un réseau d'expertise et puis même un réseau tout court. Hein. Je crois que c'est important d'avoir un certain nombre d'adresses, d'interlocuteurs qui peuvent l'aider dans la réussite. Donc c'est en ce sens-là qu'on souhaite continuer ce partenariat avec Manacom, sachant que l'adhésion est extrêmement modique, elle est de 500 €. Donc voilà ce que je vous propose ce soir de renouveler. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Donc, on va, s'il n'y a pas de questions, donc on va voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne toujours le développement économique sur la convention de partenariat entre la CDC Convergence Garonne et le club d'entrepreneurs des deux rives, notamment sur la formation professionnelle. Et la parole est toujours à notre collègue Dominique Clavier. Oui, bien une action qui est un petit peu en ligne aussi, ici il s'agit de contribuer au développement économique du territoire et à ce titre-là on est particulièrement attentif à la montée en compétence des chefs d'entreprise et accompagner cette montée en compétence autant que faire se peut. Cela se fait dans le cadre d'un partenariat avec le club des entreprises, puisque c'est quand même lui qui connaît bien à la fois les entrepreneurs et aussi leurs besoins. Donc c'est un partenariat qui existe en 2021 pour des raisons qui sont surtout même du club des deux rives. On n'a pas pu le faire en 2022. On est tout à fait d'accord pour reprendre cette action en 2023, qui est un engagement financier de la communauté de communes qui s'élève à 6 000 €. On plafonne les journées de formation à 1 500 €, ce qui permet de faire 4 journées de formation à un bon niveau d'expertise sur des sujets qui seront choisis conjointement entre nous-mêmes et le club des entreprises, pour coller au mieux aux besoins du territoire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour. Je vous remercie. La délibération suivante concerne les ressources humaines par la mise à disposition d'un agent par la commune de Cadillac-sur-Garonne au profit du service finance de la CDC. On a eu quelques petits soucis de personnel et donc cette personne viendra renforcer pendant quelques lundis l'équipe des finances. J'en profite, puisqu'on est parlé pour les finances, d'indiquer que donc notre Anne-Laurence Toulet va partir à Bordeaux Métropole et on la remercie pour son action pendant plusieurs années au service de la collectivité. Et je vous présente Monsieur Philippe Dominique qui assurera donc la direction du pôle finance au moins pendant 6 mois.
En tout cas, c'est l'engagement qui a été pris. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui. Oui, ce n'est pas lié forcément, enfin, ce n'est pas lié à la délibération exactement, mais c'est le cadre. Simplement que je rappelle que les commissions ont été recomposées depuis le mois de septembre et il n'y a toujours pas eu de commission RH depuis le mois de septembre. Voilà. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on se réunit, ça fait 8 mois. Et je suis bien conscient qu'on est dans une période de maquette budgétaire, c'est compliqué. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je demande juste. Non, mais on va s'y employer dès qu'on arrivera à assurer les remplacements. D'autres questions? Oui. Ma demande doit être la même que celle de Vincent et je voulais appuyer, il y avait un début de discussion sur une commission finances, pas la dernière mais celle d'avant notamment. Il me semble que dans la commission ressources humaines, il y a une question qu'il faut vraiment qu'on se pose, c'est l'attractivité de nos postes au sein de la CDC et il me semble que c'est en commission RH qu'on pourrait se poser cette question. Merci. Et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai parce que je voudrais vraiment une commission RH maintenant. Voilà. Voilà. Oui, juste pour apporter une... Vous savez qu'actuellement, on vous en avait informé, on a 2 audits en cours. Le premier audit, c'était sur nos projections budgétaires. Hein, et la deuxième concerne effectivement l'organisation et toutes les problématiques qui sont attachées au RH. Voilà, et ça c'est en cours. Je pense, enfin normalement, sur l'engagement qui a été pris, on devrait avoir un retour fin juin concernant cet audit. Donc ça nous permettra de donner de la visibilité à nos décisions à venir. Ça veut dire qu'on n'aura pas de commission avant fin juin, donc pas juillet-août a priori. Ça veut dire septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, puisqu'on va avoir un projet d'organigramme de toute façon à soumettre, et quand on dit un projet d'organigramme, c'est aussi une redéfinition des postes, des niveaux de compétences et de qui fait quoi. Donc je pense qu'il faut on vous fera parvenir bien entendu le résultat de l'audit et après on échangera dessus. Mais je pense que pour faire une commission, il faut avoir de la matière. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, il y a quand même des zones d'ombre et des zones qui ne sont pas très bien définies. J'en conviens, mais sur la question de l'attractivité, moi je pense que les agents ils ont aussi beaucoup à nous dire et c'est à mon avis sur cette l'attractivité fera partie du sujet qui est abordé. Il ne nous est pas inconnu à date. Mais... Oui, mais ce que je questionne, c'est l'idée de déléguer ce questionnement. Je me demandais si en interne, avec les agents, on ne peut pas mener cette réflexion-là. Moi, j'ai tellement confiance dans les agents de la CDC, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et donc, je trouve un peu dommage qu'on le délègue, c'est un peu le sentiment que j'ai en fait. C'est plus sur la méthode, c'est plus sur le... Je me demande si c'est nécessaire d'attendre septembre et uniquement les résultats d'audit, si nous on ne peut pas travailler en parallèle et apporter des éléments en Alors, complément. il va y avoir très prochainement, au mois de mai, il va y avoir le CST, hein, la commission avec les représentants du personnel. Et à la suite de ça, on propose effectivement de réunir la commission RH pour pouvoir en discuter, mais effectivement, il faut se donner un ensemble d'éléments pour pouvoir vraiment avancer sur ce sujet. Je voudrais quand même compléter, quand on dit un audit, ça ne va pas concerner uniquement 3 directeurs et 2 chefs de service. C'est-à-dire que là aussi, même l'audit externe va prendre en compte et auditer des agents. Donc, et qui plus est, nous en ce moment on mène aussi un certain nombre de réunions avec les agents pour se faire une idée profonde de l'organisation et de ce qui va bien ou de ce qui va mal ou de ce qu'ils souhaiteraient, ce qui serait possible de faire. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en cours. Et je pense que c'est sur la méthode en fait que nos points de vue divergent. C'est sur la question c'est vraiment sur la question de l'audit. Je pense que ça pouvait être complémentaire et que ça sera complémentaire. Et oui, mais on l'a pas mené. Et que dans le travail qu'on pouvait mener avec eux, il me semble que ça participait aussi à les intégrer dans le projet collectif. Voilà.
Alors, quand même, enfin, bon, j'entends bien ça, mais je dois vous dire que dernièrement, nous avons rencontré un certain nombre d'équipes à leur demande, et on a échangé, on a partagé, on a confronté, enfin, on a discuté des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Effectivement, il y a des services qui sont en tension actuellement, hein, qui est principalement l'équipe des RH et puis le pôle financier, principalement. Bon. Il y a d'autres équipes comme le PGD aussi qui est en difficulté. On les a rencontrés. On les a pas ignorés, loin s'en faut, et je crois qu'ils ont, en tout cas, ils nous ont remerciés sur ce temps d'échange qui, à mon sens, va participer effectivement à ce qu'on sera amené à prendre en termes de décision dans les temps à venir, mais très rapidement. Oui. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais l'audit financier, l'audit organisationnel, nous l'avons demandé en 2020, au début du mandat. On n'en serait peut-être pas là si on nous avait un peu écouté. Oui, merci Monsieur Gara. Et heureusement que vous êtes là. Écoutez, il faut écouter voilà. De temps en temps les voix qui ne sont pas conformes à vos opinions. Oui. D'accord, merci beaucoup. On peut faire avancer les choses. S'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Encore, François, c'est le pouvoir sur ce moment. Ouais. Voilà, le vote est clos. Donc, 36 voix pour, 5 abstentions. Les abstentions sont donc le pouvoir donné à M. Gara de Mme Caresco, Mme Ducos, M. Gara, M. Joanneau et M. Massu. Voilà, délibération suivante. Toujours les ressources humaines. Autorisation de recourir à un contrat d'accroissement temporaire d'activité pour le pôle développement du territoire. Il est proposé le recrutement d'un agent contractuel pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité au sein du pôle de développement du territoire dû à la vacance de plusieurs postes de chef de service, entraînant une surcharge des tâches administratives pour sa directrice. Cet emploi sera créé dans la catégorie C, dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. En fait, c'est un peu la continuité de ce dont on vous a parlé sur le sujet précédent. Il y a eu effectivement des vacances de chef de service, ce qui a généré un accroissement, et notamment sur les tâches administratives. Donc on a affecté à la personne qui a assuré ces vacances ou ces suppléances des personnes qui n'étaient pas là, un adjoint administratif qui en tout cas va la libérer en tout cas des tâches purement administratives. Voilà. Et qui travaille bien évidemment sous son ordre. S'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 38 voix pour, 3 abstentions. Abstention, Madame Ducos, Monsieur Joanneau et Madame Audrey Rénal. Je vous remercie. Point suivant. Donc, finance. Nous attaquons le budget. Reprise anticipée des résultats 2022 au budget primitif 2023. Et la parole est à notre argentier, Dominique Clavier. Merci. Alors pourquoi cette procédure qui n'est pas une procédure habituelle, mais qui est tout à fait conforme bien entendu au règlement, concrètement on n'a pas pu boucler dans les temps
le compte administratif pour des raisons internes qui sont liées effectivement à l'absence de chef de service, à un changement de logiciel, à la formation de la directrice financière qui a participé à un certain nombre de stages dans le cadre de l'évolution de sa carrière, ce qui fait qu'on n'a pas pu conduire l'arrêté des comptes administratifs dans la globalité de ce qu'ils doivent être. Vous savez, on a arrêté un résultat, mais il y a tout un tas d'annexes, et vous le savez, dans vos budgets municipaux, qu'il faut produire en même temps, et on a plutôt préféré travailler sur le budget en laissant ça pour plus tard, puisqu'on a jusqu'au 31 juin pour arrêter le compte administratif. Pour autant, donc on reprend le résultat dans une reprise anticipée. C'est-à-dire que ce résultat, on l'a quand même calculé, on l'a travaillé et on l'a soumis bien entendu à la DGFiP. Dans vos annexes, dans le PODOC, vous avez les comptes de gestion qui sont signés par la trésorière. C'est-à-dire qu'on a le compte administratif qu'on va produire d'ici quelques semaines est conforme au compte de gestion qui est aujourd'hui signé par la trésorière. Sinon, on ne pourrait pas, bien entendu, faire un budget primitif avec des chiffres qui ne seraient pas validés. Donc les chiffres qu'on va vous donner, effectivement, c'est les chiffres qu'on retrouvera quand on fera le compte administratif. Et le compte de gestion et le compte administratif doit être dans le bon ordre. Donc c'est une délibération à la fois de principe et on va arrêter les chiffres. Il n'y a qu'une seule délibération pour tous les budgets. Donc je vais vous faire la lecture budget par budget de la reprise du résultat. Donc on retravaillera ça d'ici, avant le 31 juin. Une précision, si, et ça n'arrivera pas, enfin c'est prévu dans les textes, s'il y avait un écart entre la reprise anticipée et le compte administratif qu'on va arrêter d'ici quelques semaines, bien entendu, il y aura une délibération modificative pour recaler le budget de façon tout à fait juste, mais aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui puisse permettre que nous aurons recours à cette stratégie. Donc, alors, est-ce qu'il y a, sur le principe, est-ce qu'il y a des questions avant de rentrer dans les chiffres? Donc, je vais faire une lecture, c'est fastidieux, mais il faut le faire. Alors, en ce qui concerne le budget principal, la section de fonctionnement termine avec un excédent à reporter de 6 485 229,55. En ce qui concerne la section d'investissement, on avait un report de 420 386,79, un report en dépenses d'investissement 215 504,44 et des reports en recettes d'investissement de 39 473, tout juste. Voilà ce qui seront les chiffres que vous retrouverez dans le compte administratif quand on va les voter. En ce qui concerne le budget GEMAPI, la section de fonctionnement, l'excédent reporté est de 111 093,43. Section d'investissement finit avec un déficit de 18 118,24. Report en RR en dépenses d'investissement de 37 325 et une affectation à l'article 108, excédent de fonctionnement capitalisé de 55 443,24. En ce qui concerne le SPANC, résultat anticipé, section de fonctionnement, recettes, excédent reporté, 62 792,89. Et sur la section d'investissement, en recettes, un excédent reporté de 1279,72. En ce qui concerne le budget ordures ménagères Garonne, c'est la rive droite, pour être clair. En ce qui concerne la section de résultat anticipé, section de fonctionnement et de dépenses, un déficit reporté de 11 939,45. On le retrouvera au budget tout à l'heure, ça veut dire qu'on démarre avec une somme négative. Une section d'investissement, un excédent reporté de 36 529. Il n'y a pas de report en dépenses d'investissement, il n'y a pas de report en recettes d'investissement. En ce qui concerne le budget annexe ménager Penassac, oui. Juste une précision, on le redira au budget tout à l'heure, ne sont pas intégrés dans ces résultats le produit de la vente de la déchetterie. On n'a pas encore les éléments comptables terminaux. Donc on arrête ces résultats qui ne prennent pas en compte les recettes qu'on aura dans l'année. Donc la section de fonctionnement, en recette, un excédent reporté de 84 281,22. La section d'investissement, en dépenses, un déficit reporté de 129 688,04. Un report en RR en dépenses d'investissement de 434 379,12
et une affectation à l'article 108, un excédent de fonctionnement capitalisé de 564 067,16. Le budget ponton. Alors, reprise anticipée, section de fonctionnement d'une recette excédent reporté de 174 998,12 et une section d'investissement, une recette excédent reporté de 2400 €. En ce qui concerne le budget annexe Coudanne, il n'y a aucune reprise. Je rappelle que c'est pour voir du terrain et actuellement il en reste avant, donc et c'est le budget principal qui assure la trésorerie. En ce qui concerne Coudanne 2, on a effectivement pareil, la même situation, c'est qu'on n'a aucune reprise anticipée du résultat. Donc ces éléments, vous les retrouverez dans le budget. Voilà ce qui convient de valider aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse intégrer ces résultats dans le budget qui sera présenté par la suite. Question. Oui. Une question essentiellement concernant le compte de gestion, mais je pense que vous êtes à mesure d'y répondre. On va voir. Je ne sais pas de quel. Non, c'était une question concernant essentiellement... Bon, sur le budget général, je m'interrogeais sur la nature du produit exceptionnel. Il y a un produit exceptionnel de 328 000 € et quelques. Combien? 328 000 €. 336, c'est des charges exceptionnelles. Il y a un résultat exceptionnel de 236. Donc ma question était curiosité, savoir de quoi il s'agissait. Et la deuxième question était concernant le compte de gestion des OM rive droite, pour lesquels je vois dans le bilan, donc au passif, nous avons en créance client, nous avons des créances de un peu plus d'1 million, 1 738 €, ça c'est dont on est au courant, avec des provisions de 64 000 €, ce qui veut dire qu'on a des créances clients nettes de 946 000 €. Et au passif, nous avons des dettes envers a priori envers le budget principal, parce que c'est bien ma lecture, une bonne lecture. On aurait une dette sur les OM rive droite de 710 640 €. Vous pouvez me confirmer la nature de cette dette? C'est au bilan du compte de gestion. Bon, on va travailler. Il y a une dette qui se retrouve en créance du budget principal. Donc je voudrais savoir ce que c'est que cette écriture. Pas la réponse, mais je sais pas là. Pas de réponse immédiate. Non. Ok. Bon, vous avez bien compris la question. Oui, j'ai bien compris la question. Mais je pense que tu pourrais me l'envoyer par mail. Tu sais que quand tu m'envoies je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Je te remercie. D'autres questions? Non, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 39 voix pour, 2 abstentions. Ils sont M. Pédurand et M. Pernin. Merci beaucoup. Délibération suivante. Finance PLUI. Révision de l'autorisation de programme des crédits de paiement APCP 2017-01 pour l'élaboration d'un PLUI communautaire. Et toujours la parole à notre collègue Dominique Lamy. Oui, alors c'est une APCP qui est ouverte puisque le PLUI communautaire est commencé depuis quelques années. Pour des raisons là aussi que vous connaissez tous, on a pris du retard, donc il faut l'échelonner, faire un échelonnement dans le temps un peu différent de celui qu'on avait imaginé. Donc ce que je vous propose effectivement, c'est que le paiement soit étalé jusqu'en 2025, date à laquelle on doit finir le PLUI. Des questions? Le vote est ouvert. Jean-Patrick. Le vote est clos.
40 voix pour, 1 voix contre. C'est la voix de M. Massieu. Point suivant. Finance toujours, clôture d'une autorisation de programme de crédit de paiement APCP 2020-01 pour la construction d'un bâtiment administratif à usage de bureau. Toujours Dominique Clavier. Il s'agit simplement de clôturer cette APCP puisque aujourd'hui il n'y a pas de projet chiffré, validé, en cours d'étude qui permet de justifier une APCP. Des questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour, je vous remercie. Délibération suivante. Création d'une autorisation d'engagement et de crédit de paiement à ECP 2023-01 pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Toujours Dominique Clavier. Et là, on va ouvrir un APCP puisque effectivement il y a une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui est envisagée et prévue pour un montant de 850 000 €, donc qui s'étalera de 2023 à 2028 selon le calendrier provisionnel. Donc je vous demande la possibilité d'engager cette écriture. Des questions? Non? Le vote est ouvert. Voilà. Et voilà. Le vote est clos. 41 voix pour, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne les ressources humaines sur le rapport égalité femmes-hommes pour l'année 2022. Vous savez que dans les EPCI, avant tout débat budgétaire, nous devons faire effectivement vous présenter ce rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes. Vous l'avez eu joint à votre convocation. Pour votre information, nous n'avons pas pu le passer, mais nous allons le transmettre effectivement aux représentants du personnel pour que l'on puisse en débattre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le vote est ouvert. Monsieur Pelletan. Appuyez. Voilà, le vote est clos. Et 40 voix pour et une abstention. Madame Ducos. Point suivant, GEMAPI. Fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2023. Et je donne la parole à notre collègue Valérie Ménoël. Bonsoir à tous. Alors, je suis désolée, j'avais mal lu le conseil, j'avais lu que la note de synthèse préparatoire, je pensais que c'était Dominique qui continuerait. Bon, quoi qu'il en soit, donc je ne vais pas préparer. Quoi qu'il en soit, on vous a envoyé des éléments par mail parce qu'on s'est quand même un peu réunis assez régulièrement ces derniers temps. On n'a pas besoin de bouger le produit attendu sur cette année. Donc dans la même lignée que l'année dernière, on continue sur le même montant attendu. Tant qu'on peut le faire, on continue sur cet axe. Voilà, comme on en avait discuté ensemble. Si quelqu'un a des questions, par contre, voilà, n'hésitez pas. Des questions? Oui. C'est pas une question sur le budget, c'est une question connexe à nos collègues de la communauté Sud-Gironde ont voté récemment l'abandon de l'entretien des digues les concernant, et ça concerne notamment quasi tout l'Ain-Trégnac. Donc on voulait savoir, ma question était de savoir à quel moment il est prévu qu'on se penche sur cette question. Vous êtes sans doute déjà penché dessus, d'après ce que je pense savoir, et quelles étaient les conclusions, et quand est-ce qu'on aurait une décision à prendre
sur cet aspect de la continuité de l'action du prochaine Alors, conférence des maires. on a un planning qui est déjà prévu, hein, effectivement, on a déjà planché sur la question, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. La commission s'est déjà réunie, elle a déjà donné son sentiment. La prochaine étape, c'est une conférence des maires pour laquelle vous allez être convoqués, qui sera exceptionnelle sur 2 points, c'en est un, ce sera début mai. Parce qu'il était important d'associer les maires, malgré, je sais ce que vous pensez, M. Garin, mais les maires ont besoin d'être informés et au courant et décisionnaires à l'avance, pour ensuite, en fonction des décisions de la commission, de la conférence des maires, nous nous réunirons sur le prochain conseil communautaire du mois de mai, où ce sera à l'ordre du jour. Voilà. Donc nous sommes un peu décalés avec Sud-Gironde, effectivement, mais on le sait, on le savait, hein, de toute façon. J'espère qu'on sera aussi décalé sur la décision. C'est un vote communautaire, M. Garin. Là, j'en suis bien. Je vous donne mon avis, comme j'ai l'habitude. Oui, mais enfin, oui, enfin, si tout le monde Voilà. donne Sinon, est-ce qu'il y a des questions sur le budget de cette année? l'avis, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas de question. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour, je vous remercie. Nous passons, nous revenons aux finances sur le vote des taux des contributions directes 2023. La parole à Dominique Lavie. Bien, écoutez, pour aller droit au but, on ne va pas toucher au taux, ce qui ne veut pas dire qu'en valeur absolue, le produit ne va pas bouger, puisqu'effectivement, les bases, et ce n'est pas nous qui le décidons, sont bonifiées. Donc le produit attendu en ce qui concerne les pouvoirs de taux, hein, c'est 3 218 924, puisque vous savez que maintenant on a plutôt une emprise beaucoup plus légère ce qu'elle était depuis la suppression de la taxe d'habitation. Donc les pouvoirs de taux, c'est à peu près 35% de notre recette globale. Et notre recette globale se situera à 8 792 352. C'est un montant un petit peu différent que celui qu'on a donné à la commission finances, mais c'est vrai qu'entre la réunion de la commission finances et la date d'aujourd'hui, ou de la semaine dernière, on a eu les chiffres officiels. Et il y a notamment la cotisation à la valeur ajoutée qui compense la CVAE, qui était un peu plus importante que ce qu'on avait imaginé, puis ce qu'on avait donné à la commission, c'était 949 000 euros, à quelques euros près, et l'affectation qu'on a, c'est 1 83 034, donc un peu plus abondant. Ce qui fait que notre recette globale, c'est 8 792 352. Juste une remarque, les compensations avec la TVA, c'est bien quand l'économie est dynamique. Le jour où c'est un peu moins dynamique, les compensations à la TVA peuvent subir des fluctuations, mais c'est quelque chose qui nous échappe. Donc pour le moment, c'est plutôt quelque chose qui est dynamique. C'était des questions, monsieur. Oui. Juste une petite réflexion provocatrice. André, viens parce qu'on n'entend pas. Vous m'entendez? Tu vas nous faire voter ou parle plus fort. Tu vas me faire voter tout à l'heure un budget à suréquilibre au niveau du fonctionnement. Tu ne vas pas voter. De 3 300 000, non, je ne voterai pas. De 3 300 000 euros. Oui. Je pense que nos populations, si elles sont au courant de ça, je pense qu'on pourrait baisser les taux d'imposition. Ça leur prendrait un petit peu de moyens, puisque de toute façon, on le reporte de budget à budget et on n'a fait rien. On va en reparler. Mais la remarque est pertinente, effectivement. D'autres questions? Le vote est ouvert. Oui. Charlot. Le vote est clos. 41 voix pour, je vous remercie. Allez, délibération suivante. Finances. Budget principal, vote du budget primitif 2023. Et toujours notre collègue.
Oui. Eh bien, comme l'a fait remarquer avec beaucoup de pertinence André Massieu, effectivement, c'est un budget bien sûr équilibre, puisque les recettes s'élèvent à 20 028 564 55 et les dépenses à 16 696 748 en ce qui concerne la section de fonctionnement. Que dire là-dessus? En ce qui concerne les charges à caractère général, vous avez pu remarquer qu'il y a une variation importante par rapport à en -1, qui est due essentiellement quand même à l'énergie. En ce qui concerne les charges de personnel, là aussi entre la réalisation et ce qu'on a écrit au budget, il y a un écart significatif. Alors vous savez que d'ailleurs une partie du résultat qu'on a fait l'année dernière, les 1 248 000 sur la section de fonctionnement, est générée pour une très grande partie par l'écart sur les charges de personnel. Pourquoi? Parce qu'effectivement sur les charges de personnel, il y a toujours des sécurités, et on le fait tous dans nos communes, hein, je n'ai pas de leçon à donner là-dessus, on le fait tous, et en plus, dès qu'on a un départ qui n'est pas remplacé, pas parce qu'on ne peut pas le remplacer, mais parce qu'on ne trouve pas, effectivement ça crée une économie factice, puisque la dépense est budgétée, mais elle n'est pas réalisée. Donc là-dessus, effectivement, quand on refait le budget, on repart avec un organigramme complet et avec les sécurités ou les éléments qu'il faut prendre. Il y a toujours des congés maternité, vous le savez, hein, tous ces mouvements où on essaye de tout anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la sortie. C'est très rare que sur le budget, sur le 0,12, d'ailleurs, on réalise le budget, il y a toujours une marge de manœuvre, mais ce qui explique l'écart important entre le réalisé 2022 et la prévision 2023, qui est à 6 343 000, encore une fois, avec un organigramme qui est prévu aujourd'hui complet. Je regrette qu'il ne soit pas d'ailleurs, et j'espère qu'il sera en cours d'année, de façon à ce qu'on travaille dans la sérénité et avec un peu plus de perspective. Sur les autres postes, il y a sur les charges de gestion courante, juste l'explication de cette somme, hein. Il y a là-dedans un certain nombre il y a les indemnités d'élus. D'ailleurs, en ce qui concerne les indemnités d'élus, on a eu une remarque l'année dernière de M. Massieu qui voulait connaître les indemnités d'élus. Elles sont dans le PODOC qui vous a été communiqué, donc tout est transparent. Nous n'avons pas été augmentés, vous avez pu le constater. En ce qui concerne donc les charges de gestion courante, il y a les adhésions aux différents syndicats, la Vallée du Ciron par exemple, il y a l'Office de tourisme, il y a les crèches, donc qui explique cette somme de 1 501 756,56 qui est inscrite au budget. Est-ce que sur ces gros postes, vous avez des questions? Alors, sur l'investissement, là vous avez eu le tableau complet qui s'élève à 2 682 224,48. Alors, je ne vais pas prendre, vous avez toutes les lignes et vous avez tout le détail, hein, quelques postes principaux. Bon, il y a le financement d'aires de covoiturage qui va être inauguré, je pense, incessamment sous peu, la participation de la commune. Il y a des travaux prévus d'Interco, pardon, excusez-moi. Il y a des travaux qui figurent pour 552 926 sur la zone de Poninsac-Sérons. On refait la voirie qui est en piteux état. C'est un projet qui traîne depuis 1 ou 2 ans. Là, on a fini, on a tous les éléments. C'est des travaux qui devraient être réalisés en septembre, c'est ça? Oui. On va essayer de faire que ce soit en septembre. Oui, tout à fait. On a également prévu sur la crèche Croquelune une petite extension, la création d'une salle qui est positionnée à 100 000 €. Il y a des travaux qui sont prévus sur le lac de la Romée. Là aussi, le lac de la Romée, on a bien avancé puisque on a trouvé un exploitant. On a des travaux à faire pour l'assainissement et que le reste des... Ça sera livré fin juin, donc l'exploitant début juin. Donc l'exploitant qui lui s'est engagé à investir un peu plus de 100 000 € sur le site va pouvoir reprendre une activité de restauration que tout le monde souhaitait. Alors, bien sûr, il y a également l'élaboration du PLUI. Vous voyez apparaître la réhabilitation bâtiment, piscine, Cadillac. Vous savez qu'avant de restituer, il faut faire une remise en ordre des vestiaires, puisque ces vestiaires sont
répertoriés par les bâtiments de France et on doit s'acquitter d'une... En ce qui concerne un autre poste important, c'est le tourisme, puisque vous avez 447 500 € qui sont prévus. Là-dedans, il y a deux choses essentielles, sous le contrôle de Thomas. Le PDPR, la finalisation du PDPR, et l'aire de covoiturage, camping-car, pardon, on va inaugurer fin 2024. Fin 2024, en toute sécurité. Donc il sera situé à Cadillac. Et il y a aussi quelques deniers qui sont prévus sur les travaux, les terrains familiaux locatifs. Ça c'est un vrai sujet, parce qu'on est très loin de répondre exactement à nos objectifs impartis par l'État sur le sujet. Mais pour le moment, on en est là. Donc, voilà ce qu'il y a sur le budget principal. Alors effectivement, je le répète, il y a bien un suréquilibre de 3 331 816,30. La section d'investissement s'équilibre, elle, à 2 682 224,48. Et le produit fiscal prévisionnel que je vous ai donné tout à l'heure quand on a voté les taux est à 8 792 352. Alors effectivement, cette situation de suréquilibre peut poser question. On est effectivement devant des choix à faire et j'espère que d'ici la fin de l'année on en fera, parce qu'il y a aussi, on a des grosses dépenses devant nous. Je peux en citer trois. Il y a quand même tout ce qui concerne l'économie et le développement d'une zone économique. Si, et ça va dépendre du pays, mais vous savez que le projet c'est 1 hectare près, 15 hectares, ça veut dire qu'il faudra porter un projet pour la mise en valeur de cette zone d'un peu plus de 3 millions d'euros. Donc à un moment, bien sûr, il faudra quand même avoir la trésorerie qui permet de répondre à ça. On a pris, je crois qu'il fallait la prendre, tout le monde était d'accord pour la prendre, la compétence mobilité. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, si on veut avoir des réalisations qui sont visibles par nos administrés, visibles, concrètes, et qui leur apportent un service qu'ils attendent, il va falloir mettre de l'argent sur la mobilité, entre autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on rebalaye un petit peu nos compétences, mais je ne pense pas qu'on pourra tenir du suréquilibre très longtemps, parce qu'on a des dépenses importantes à venir. Le tout, c'est de bien les calibrer, les projeter, de voir comment on peut étaler ça dans le temps pour que ça ne pose pas de problème de financement. Parce que je pense aussi que quand on fait ces dépenses-là, il faut prévoir les frais de fonctionnement qui vont être générés et quels impacts ça va avoir sur nos financements. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur le budget principal. Donc s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Oui. Nous parlons des investissements, simplement pour revenir un petit peu en arrière, on avait il y a eu un investissement il y a quelques années sur le stade de Sainte-Croix-du-Mont. Simplement, j'en profite pour demander, pouvoir avoir la liste, déjà demander la liste des actifs immobiliers de la communauté de communes. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais savoir qui entretient le stade aujourd'hui. Et si c'est la commune qui l'entretient, pourquoi c'est pas entretenu, pourquoi les autres stades de l'intercommune pourraient pas être. Enfin, si le stade appartient encore à la CDC, mais que l'entretien du stade est fait par la commune, j'aimerais avoir une égalité de traitement pour tous les stades. Voilà, donc j'aimerais avoir un état de la situation aujourd'hui sur le stade de Sainte-Croix-du-Mont pour pouvoir ensuite mettre au clair et sortir de cette zone d'ombre qui n'a duré depuis trop longtemps. Merci. Et ben on va faire en sorte d'essayer d'effectivement d'éclairer la route. Alors effectivement, le stade de Sainte-Croix-du-Mont est à la CDC. C'est d'ailleurs le seul stade qui est dans la CDC. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir arbitrer. Parce qu'effectivement, on pourrait se poser le problème d'équité, pourquoi lui et pourquoi Vito. Donc je ne veux pas vous donner la réponse que je pourrais faire, mais ça fait partie des sujets parce que ça impacte la CLEP, qu'il faut qu'on traite avant la fin de l'année pour classifier, qu'avoir une certaine cohérence.
Et aujourd'hui, le stade de Sainte-Croix-du-Mont, c'est un peu un non-sens. Est-ce qu'il a une vraie vocation communautaire? Je vous laisse répondre, je ne vous donnerai pas la mienne. Mais ça fait partie des sujets, tu as raison de l'évoquer, qu'il faut clarifier de façon rapide maintenant. L'entretien il est assuré par nous. Oui, c'est les œuvres de Verdelais. Que nous payons. Voilà. D'autres questions sur ce... Ouais, pardon. Oui. Oui. Non. Je ne voterai pas bien sûr ce budget puisqu'il est dans la continuité de ce que l'on fait ici. Il s'est affirmé désormais une collectivité de service, ce qui n'est pas la vocation de communauté de communes, je le rappelle. Vous avez les textes originels de ces organisations. Vous avez voté en début de séance une motion pour soutenir l'hôpital de Langon. Essayez d'imaginer si l'arrondissement de Langon, les CDC de l'arrondissement de Langon, le budget des CDC de l'arrondissement de Langon était investi dans l'hôpital de Langon, on aurait peut-être des services meilleurs. On prend des compétences que nous délègue évidemment l'État central qui est complètement défaillant, vous le savez aussi bien que moi, sur endetté, etc. Et nous essayons effectivement d'assurer les services que l'État n'assure. Donc je pense que ce n'est pas notre vocation, c'est des collectivités de projet. Et nous n'en faisons pas, nous avons dans l'investissement, si on prend le développement économique, ce n'est éventuellement que de l'économie de redistribution, mais pas de l'économie créatrice de richesse. On parle évidemment d'une zone d'activité qui aura des retours sur investissement peut-être dans 10 ans, peut-être même plus loin, en attendant le territoire s'appauvrit. Et donc, on continue dans cette logique que moi je ne la partage pas depuis 20 ans d'ailleurs, depuis l'origine des communautés de communes, donc je voterai pas plus pour le budget. Bon, merci pour cette finalité politique. Quand même, deux, trois choses en ce qui concerne l'ère d'activité économique ou la zone d'activité économique. Si tu sais la sortir à 5 ans, il est urgent que tu me dises comment il faut faire. C'est effectivement un projet qui portera ses fruits à 10 ans, 11 ans ou 12 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, on en est dans du réglementaire, parce qu'il faut d'abord acquérir, il faut définir un zonage, il faut acquérir du foncier. Il y a tout un travail de préparation, c'est long. On ne travaille pas pour ce mandat-là, sur ce sujet-là, on prépare l'avenir. Donc effectivement, les fruits de ce côté-là, on ne les aura pas sur ce mandat. En ce qui concerne de dire on est une CDC de service et pas de projet, oui, et c'est un vrai débat qu'on va encore avoir à trancher. C'est un sujet, mais le service, c'est aussi un projet. Hein. Le projet à la population, le portage des repas, le transport à domicile, les crèches. L'enfant de jeunesse. L'enfant, tout ce qui concerne l'enfance de jeunesse, c'est des choix. On parle de mobilité maintenant. On n'est pas obligé de... Enfin, c'est un choix politique. On peut faire effectivement des équipements, un gymnase, je ne sais pas quoi, du bâti. C'est un choix, on est d'accord. Mais je ne peux pas entendre dire, enfin je ne partage pas la conviction de dire qu'à partir du moment où on fait du service, on ne remplit pas notre mission. C'est un choix politique à affirmer. Oui. Je voudrais juste compléter ce que disait Dominique, c'est que le reproche qui est fait, je veux dire, on pourrait reprocher aux anciens vice-présidents en charge de l'économie de ne pas avoir investi dans l'économie productive également, lors des derniers mandats, dans les anciennes CDC. Et moi j'ai juste une question supplémentaire, s'il vous plaît. 2 secondes, je te réponds parce que c'est malhonnête ce que tu dis. Tu non, c'est pas malhonnête, parce que les achats de terrain, je veux dire, on n'en a pas fait ni les uns ni les autres pour faire de l'économie productive et installer des entreprises. Et tu sais très bien ce qu'il a été sur la rive droite au niveau des achats de terrain. Tu connais très bien le projet qui a été fait, qui était un projet de développement économique. Quoi que tu en penses, tu ne l'as pas soutenu ou tu l'as soutenu sur une fesse d'une chaise et puis une autre sur l'autre. Et tu sais pourquoi ça ne s'est pas réalisé. Donc je t'en prie, évite de parler de ça. Sur les terrains, je vais dire ce que je viens de dire. Sur les terrains, je veux dire, pour installer des entreprises, il faut des terrains. Là, c'est qu'un seul projet sur la... Mais il n'y a pas que ça. Je te signale que l'économie majoritaire de ce territoire, c'est la viticulture. Est-ce qu'il y a été quelque chose de fait? On vous a amené l'ancienne CDC, on vous a amené juste en Charente.
où la communauté de communes a investi sur la maison du cognac, etc. Il faut voir les résultats aujourd'hui par rapport à la viticulture bordelaise. Ici, je n'ai jamais entendu parler de développement de la viticulture dans cet hémicycle. Donc c'est une économie majeure ici. Il n'y a pas que les terrains et les zones d'activité. Effectivement, il y a d'autres voies pour il y a le no-tourisme, il y a énormément de choses, c'est très bien de quoi je parle. Et s'il y aurait eu une volonté, ça se serait réalisé. Et tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait, c'était les politiciens, politiques, etc. Bon, bref. Je t'ai laissé finir, je t'ai laissé finir, je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les précédents CDC n'ont pas fait, en tout cas la nôtre, anciennement Coteau-de-Garonne, avait un seul projet sur que tout le monde connaît, le projet Ortera. On sait pourquoi il n'y avait pas d'autres projets, parce qu'en fait les deux communes phares ont gardé l'économie productive à leur compte, que ce soit Bégueil ou Cadillac. Et si on avait la compétence économie et que la CDC ait choisi d'investir dans des terrains, qu'on le veuille ou non, ce sont les recettes des entreprises, CFE, CVAE aujourd'hui que l'on a sur l'ensemble des territoires qui apportent des recettes économiques. Et en fait, c'est pas le choix qui a été fait, c'est juste ce que je veux dire. Donc on hérite des décisions politiques des précédentes CDC. On va essayer d'en rester là. Juste une chose, effectivement, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas faire et du service et de l'investissement, où on fera du saupoudrage de service et du saupoudrage d'investissement. Il y a un moment, il faudra basculer sans doute plus d'un côté que de l'autre, je ne sais pas lequel. Michel. Oui, bon, sans surprise, moi je ne voterai pas le budget non plus, même si je reconnais des efforts de gestion et des choses qui ont avancé dans la présentation des comptes. Je ne voterai pas le budget tant qu'on n'aura pas revu les compétences, tant qu'on n'aura pas revu le périmètre. La question, c'est pas entre projet et service, c'est on a des services, est-ce que ces services, on les rend bien? Est-ce qu'on les vend dans des bonnes conditions économiques? Est-ce qu'on a fait des analyses précises sur le coût de nos services et sur les services rendus? Donc il ne faut pas en réduire le périmètre. C'est toutes ces questions que j'attends, et j'attends avec impatience le travail qui sera fait par l'audit. Et j'espère qu'on en tirera des conclusions rapidement, et des conclusions, j'allais dire, courageuses, parce qu'il y aura des décisions courageuses à prendre, qui seront peu plaisir à tout le monde. Et il est sûr que quand on se retourne, on est à mi-mandat, ça fait quasiment un mandat entier que les deux communautés de communes, les trois communautés de communes même ont fusionné, ça fait 6 ans, avec 50% des gens qui sont aujourd'hui au bureau qui étaient déjà dans la mandature précédente, donc ils peuvent passer des exonérer totalement de la gestion précédente. Et quand on écoute un peu aussi les administrés sur la rive gauche, ils nous disent mais qu'est-ce qu'on a fait de plus à 27 qu'on ne faisait pas à 13? Et si vous faites l'analyse objective, on est bien obligé de considérer qu'on n'a pas fait grand-chose de plus que des services qui existaient déjà, comme la médiathèque, le portage des repas existait, la petite enfance existait déjà, et en plus on faisait des routes. Donc si vous voulez, les gens se posent des questions en disant qu'est-ce que c'est votre machin, là vous êtes réunis à 27 communes, il y a 33 000 habitants, et on ne voit rien de sortir de plus, il n'y a pas un service amélioré par rapport à ce qui se passait avant. Et donc ce constat, faites-le, interrogez vos administrés, on le fait ce constat. Donc clairement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il y a quelque chose qui n'a pas pris dans cette fusion. Je veux dire, faire une fusion déjà sans avoir fait d'audit financier avant, sans savoir ce que chacun a apporté en charge et en ressources, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, il faut bien l'avouer. Donc on se retrouve aujourd'hui à gérer les conséquences d'une fusion non préparée et certainement non voulue. Je veux dire, cette fusion, ça a été un peu un mariage forcé et en quelque sorte, on en paye le prudent aujourd'hui avec quelque chose qui, quoi qu'on en dise, on peut masquer les choses, on avance, il y a des dossiers qui avancent, bien sûr qu'il y a des dossiers qui avancent. C'est entièrement négatif, il n'y a pas d'élan, et on ne se retrouve pas, moi je ne me retrouve pas, et il y a un certain nombre à se retrouver dans une action collective sur la communauté. Donc voilà ce que je voulais dire, et j'attends beaucoup, quelques-uns attendent beaucoup du travail qui pourra être fait. Moi j'espère que ce travail on y sera associé, c'est-à-dire n'hésitez pas à nous solliciter dans les commissions
qu'on travaille un peu en profondeur, parce qu'on ne travaille pas suffisamment en profondeur sur les budgets, par exemple. Sur le budget des ordures, les deux côtés, alors ça va un peu mieux rive gauche, sauf qu'on a un peu pioché cette année, on sait pourquoi, hein, il y a au moins un actif qu'on n'a pas de côté. Et sur le budget des OM rive droite, plongez-vous un petit peu, si on se plonge vraiment dans les chiffres, ce sont en fait des budgets qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des budgets qui ne sont pas maîtrisés aujourd'hui, ce sont des PME, ces deux budgets. Ils font 1,5 million et 3 millions de chiffre d'affaires, et on ne les maîtrise pas comme on devrait maîtriser la gestion de fonds. Et donc on ne peut pas continuer à subir cette dérive, parce que ça va nous venir très rapidement dans l'avenir. Donc je pense que voilà pourquoi je ne voterai pas ce budget, et j'espère que je serai capable de voter le prochain si on fait des améliorations dans les choix que l'on doit faire. Bon, écoute, je crois que sur tes propos, finalement, il y a un certain nombre dans lesquels je me retrouve. Hein. Il y a des choix à faire rapidement. Une fusion, c'est pas simple. La fusion, elle n'a pas été choisie. C'est un décret du gouvernement. Il faut couper le nombre de CDC par 2 ou par 3. À un moment, il y a des arbitrages qui ont été faits. Est-ce qu'ils ont été heureux ou pas heureux? Moi, je ne me projette plus dans cette histoire. À un moment, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Moi, je dis quand même, effectivement, sur ce mandat, et quoi qu'il arrive, il y aura quand même un travail d'assainissement des comptes qui a été fait, d'homogénéisation. Alors c'est pas spectaculaire, ça se voit pas, je suis d'accord, mais je rappelle que quand on construit une maison, on ne met pas le papier peint d'abord, on coupe des fondations. Donc on est un peu là-dedans, c'est fastidieux, c'est long, on peut être en désaccord, mais je pense qu'on va avancer. Je partage comme toi, j'attends beaucoup de cette audit, mais vraiment beaucoup et beaucoup plus que tu le crois. J'espère aller vite, et il y aura effectivement et sans doute des décisions qui ne seront pas faciles. Il faudra les prendre. On voit bien que là, on tourne en rond et qu'il faut qu'on sorte, qu'on fasse certains choix. Donc, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus, mais on est un petit peu, effectivement, la mi-mandat, il y a des choses qui sont faites, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on accélère sur certains points. Et je pense que l'audit qu'on fera, les éléments qu'on apportera, qu'on discutera ensemble, hein, pour nous qu'allons décider, on va le décider collectivement, de faire avancer. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Ouais. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 33, contre 3, abstention 5. À voter contre, M. Gara et la... Madame Carrasco. Voilà. Monsieur Massieu. Monsieur Massieu, voilà. Abstention, M. Charlot, Madame Ducos, M. Père-Durand, M. Pernin et Madame Téchiné. Je vous remercie. Point suivant, finances, budget annexe GEMAPI. Vote du budget primitif, et là c'est M. Clavier. Bon, écoutez, c'est pas que je veux éluder le débat, mais sur ce budget GEMAPI, je parle sous le contrôle de Valérie, il y a peu de choses à dire, il s'équilibre assez facilement dans le champ de compétences que l'on a aujourd'hui et en fonction des éléments que l'on a. Il est bien évident que si dans quelques semaines il y a une décision différente dans un sens ou dans un autre, le budget pourrait être fortement challengé, du moins celui de 2024. Mais en 2023, on est dans la continuité. La contribution permet d'équilibrer le budget et il n'y a pas de travaux particuliers de nouveau qui ne soient pas entrepris à date. Alors s'il y a des questions sur ce budget, pour moi c'est un budget très, j'allais dire mécanique, hein, il y a une recette, mais il y a une question politique à soulever. Des questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour, une abstention. Monsieur Massieu. Point suivant. Finance, budget, annexe SPANC. Vote du budget primitif 2023. Alors je vais essayer de convaincre M. Massieu de le voter.
Alors le budget sport, c'est pareil, c'est un budget sans relais, puisque c'est effectivement c'est la contribution de l'administré qui équilibre le budget. Il y a peu de choses à dire là-dessus, puisqu'il n'y a pas d'investissement. Donc la recette équilibre le service, on a une petite marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 40, une abstention. L'abstention, M. Massou. J'ai choisi. Juste quand même. Il n'a pas voté contre. Juste sur le SPAN, la question qu'il faudra aussi se poser sur le SPAN, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin dans les préconisations qui sont fournies. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de résultat pour améliorer la performance des installations. Parce qu'aujourd'hui, on dresse des constats, mais il ne se passe pas forcément grand-chose derrière. C'est un petit peu frustrant. C'est de voir si on peut faire mieux. Et ce n'est pas une question là, de budget, c'est plus une question de méthode. Alors, en ce qui concerne les ordures ménagères Garonne, là, effectivement, on est bien sur la rive droite. C'est un budget qui est plus compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on démarre avec un solde négatif sur le fonctionnement de 11 939,45, c'est-à-dire qu'on n'a pas équilibré le fonctionnement l'année dernière. Vous savez qu'on vote les tarifs avant de connaître exactement. Pour autant, malgré toutes les hypothèses qu'on peut formuler, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement tendu, qui pose question, sur lequel il faut qu'on travaille, parce que c'est pas satisfaisant, c'est dangereux. En plus, c'est quelque chose qui coûte cher à l'administrer. Donc on sait qu'on ne peut pas jouer trop là-dessus, pas du tout si ça serait mieux. Pour autant, il faut quand même assurer le service. Et là, c'est un vrai sujet. Alors en l'état, effectivement, on reprend la situation et on équilibre les comptes, mais on est loin d'être en sécurité, parce qu'effectivement aussi, on a la notion d'impayé, ça pose des questions sur comment on perçoit tout ça. Il y a un travail monumental à faire sur tous les budgets ordures ménagères. Alors on peut présenter les chiffres, ils sont là, ils sont sincères, pour autant on n'est pas sur quelque chose qui est sécurisé et qui est pourtant. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Il y a des questions toujours un peu la même. Je dirais on a du mal à comprendre ce qui se passe dans ce budget, plus particulièrement sur la droite et sur la gauche. Et sur la gauche, ça c'est plus clair, même s'il est moins bon cette année. On avait augmenté en 2022 les tarifs de 9%, et on ne savait pas quelle allait être l'augmentation des tarifs du CEMOCTOM. Il se trouve que les tarifs du CEMOCTOM ont augmenté de 7%, donc logiquement il y aura une marge de manœuvre. Donc qu'est-ce qui se passe dans le budget pour qu'on en soit là? Et c'est un budget sur lequel on n'est pas capable de provisionner à la hauteur nécessaire les créances douteuses, on le sait. C'est-à-dire qu'on a un provisionnement qui est insuffisant, donc on a un truc qui est complètement explosif. Il faut bien se rendre compte de ça. Une vraie question tout à l'heure, sur cette ligne d'aide que je voudrais bien éclaircir. Donc là, on a une vraie question, là, il faut vraiment mettre le nez dans le moteur. Il y a vraiment besoin au niveau financier de quelqu'un qui va aller examiner tout ce qui s'y passe, parce qu'on n'a pas fait suffisamment. Je veux dire, on n'est peut-être pas en mesure de le faire au début. Mais clairement, il se passe quelque chose qui nous échappe. Hein, et bon, j'aimerais bien qu'on se penche dessus clairement, une bonne fois pour toutes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne pas pourquoi on est en déficit permanent comme ça, alors que les tarifs sont réévalués comme clairement, il faut aller regarder jusqu'aux fichiers. On nous a parlé des fichiers qui ne correspondaient pas. Il faut quand même regarder ligne par ligne. Là, il faut faire un travail de précision, de fourmi, j'allais dire de comptable, que dans une entreprise pour que ce budget finisse par flotter et assurer la continuité du service. Parce que là c'est pas garanti et ça empire. Et là, ça empire. La situation empire. Les créances s'accumulent un peu partout. On n'est pas capable de couvrir les créances douteuses. Et un jour, on va prendre des créances irrecouvrables et on va voir la tête du budget. Donc clairement, il est urgent de se plonger dans le détail. C'est une analyse financière. Non mais je partage l'urgence. Dans le détail, pas un truc plus loin. Donc c'est pas possible de... Non, mais je suis d'accord. Constater un déficit tous les ans et en disant on va augmenter un peu, alors on augmente un peu. Non. C'est pas ce qu'on a dit. Non, je dis pas que c'est ce qu'on a dit, mais... On a été contraint de le faire, mais le travail que
nous incite à faire, on en a conscience et on va le faire. Parce que... Alors c'est peut-être un travail extérieur, c'est peut-être dans le cadre de l'ETA, quelqu'un qui va travailler dessus, j'en sais rien, mais il y a un travail de haute précision là, c'est pas de la macroéconomie. Alors, pour aller dans ton sens, je pense qu'aujourd'hui en interne, ce travail de précision, on n'a pas l'ingénierie, le temps, et peut-être la ressource pour le faire. Et si on constate ça, alors on va refaire un point. Effectivement, il faudra passer par un cabinet extérieur. Alors, vous allez sûrement hurler parce que ça va coûter. Si c'est pour arriver à faire des économies, à faire flotter le budget, moi ça me va de faire des dépenses. Moi je partage. Et on ne peut pas continuer à ne pas. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas la ressource pour faire ce travail-là physiquement. Et il mérite d'être fait, il faut qu'on le fasse. Je partage ça. Donc sur ce budget, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. 33 pour, 8 abstentions. Alors, Caresco, M. Charlot, Mme Ducos, M. Garat, M. Massieu, M. Pédurand, M. Pernin et Mme Téchi. Point suivant. Donc c'est le 21. Oui. Budget annexe déchets ménagers, Prodinsac, 24, rive gauche. Budget primitif 2023. Bon, dépenses et recettes s'équilibrent à 3 172 413 80. On est un tout petit peu plus serein, mais sans plus, et il faut garder une vigilance. Je rappelle que dans ce budget-là, et en cours d'année, on sera amené à faire une délibération modificative vraiment quand on aura l'arrêté définitif de liquidation du syndicat de l'UQTOM. Ça joue pour grosso modo, et de mémoire, 35 000 € qui reviennent dans le fonctionnement et 260 000 € qui reviennent dans l'investissement. Voilà ce qui, puisque je vous rappelle que notre participation était à hauteur de 32%. Montesquieu était à 68 et nous à 32. Donc on prend 32% du chiffre de la vente qui nous sera reversé. Donc c'est en cours de régularisation dans les services de l'État. L'UQTOM est dissous aujourd'hui. Tout est réglé au niveau du syndicat, il n'existe plus. Donc c'est une régularisation au niveau de la DGFI. Donc là-dessus, peut-être un mot sur les investissements qui sont prévus. Les investissements que nous avons en priorité cette année, et vous l'avez tous constaté, c'est le changement de tous les bacs. Donc nous avons pour l'année 2023, nous sommes sur le changement des bacs collecte sélective qui sont en cours de distribution et sur les composteurs aussi, puisqu'il faut devancer l'année 2024 qui va être, elle, consacrée à l'abandon des biodéchets dans nos poubelles rouges et à faire la collecte des biodéchets, soit en collecte sélective, enfin en collecte en apport groupé ou en collecte par compostage. Voilà, c'est le plus gros de nos investissements, mis à part l'achat de l'UQTOM qui était sur le budget de l'année passée, et aussi de l'investissement à faire une étude sur la déchetterie, puisque maintenant que nous avons récupéré ce site de Virlade, il faut faire une étude sur comment utiliser ce site au mieux et revoir les travaux que nous pourrions envisager sur notre déchetterie, qui est à revoir, puisque nous allons avoir à récupérer de nouvelles REP et il nous faut la place pour pouvoir les positionner aussi. Donc ça, c'est une étude qui va être aussi à mener. Et donc les investissements sur ce terrain de Virlade. Voilà, ce sont les plus gros investissements sur l'année en cours. Pour être complet sur Virlade, effectivement, le site, c'est combien en hectares 19 hectares en tout. Alors, effectivement, on va pas utiliser 19 hectares dans le cadre de la gestion des déchets, je parle pour Madame le maire de Virlade.
il y aura à définir ce qu'on peut faire pour valoriser la surface qui ne serait pas utilisée pour tout ce qui est ordures ménagères, parce qu'il y a aussi la question du quai de transfert. Il faut qu'on voit exactement aussi avec Paprec ce qu'il a besoin pour les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc on va recalibrer tout ça. Il peut y avoir derrière des projets de photovoltaïque, de choses. Il faudra contenir un maximum de ceci. On ne va pas laisser 8 ou 9 hectares en jachère qui ne servent à rien. Là, il faut quand même qu'on fasse une étude déjà de nos besoins, qu'on ne se retrouve pas dans 2 ans avec une déchetterie trop petite où on n'est pas prévu une extension de la législation qui nous amène à assurer d'autres prestations. Donc voilà ce que je voulais dire sur le budget des ordures ménagères de Podinsac. Rive gauche. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 39 voix pour, 2 voix, abstention. Monsieur Massieu et Monsieur Perne. Point suivant. Budget annexe Ponton. Vote au budget primitif 2023. Alors, budget Ponton, on voit une section de fonctionnement qui s'équilibre à 204 998,12 et une section d'investissement à 23 600 €. Bien entendu, là, on n'a pas grand-chose. On l'a déjà dit, ça va finir par arriver, les pontons, il faudra les entretenir. Donc, on a aujourd'hui un peu d'avance dans la section de fonctionnement, mais sur l'entretien du ponton, j'espère qu'on aura un chiffrage d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il faut qu'on sache où on en est, et c'est quand même quelque chose qui pourrait monter dans l'ordre de 100 000 €, un minimum. Bon, ça va dépendre si on le fait sur place, s'il doit être transporté par ailleurs. Donc on a quand même sur ce budget qui paraît confortable, une grosse dépense qui va arriver, une dépense d'entretien. Celle-là, elle n'est pas... Ça ne sera pas une surprise, mais on sait qu'elle va tomber. J'ai peu de choses à dire là-dessus, sur ce... Des questions? Le vote est ouvert. Monsieur Le Capot. Magui. Voilà, le vote est clos. 37 voix pour, 4 voix abstention. Caresco, M. Gara, M. Massieu, Mme Technay. Point suivant, budget, annexe, zone d'activité, Coudanne, Sud. Alors, Coudanne Sud, alors bon, je rappelle qu'on a 3 terrains à vendre encore. On en a un qui est un peu engagé, c'est ça, ça devrait se faire. Donc je rappelle que là on n'est pas sous la pression, on essaye de valoriser au mieux. Donc ce budget sur la section fonctionnement s'équilibre à la somme de 5 024,53 et la même somme pour l'investissement. Alors je rappelle que ce budget qui effectivement est porté par le budget principal dans la trésorerie, par la trésorerie du budget principal. Donc il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Des questions? Le vote est ouvert. Daniel et voilà. Le vote est clos. 41 voix pour. Point suivant. Finance, budget annexe, zone d'activité Coudanne Sud, phase 2, vote du budget primitif 2023. Donc là, effectivement, c'est une zone en total démarrage. Et pour aller
pour illustrer les difficultés que nous autres très rapidement pour monsieur et monsieur, là on bouge juste sur un problème de succession. Il y a un terrain, on ne peut pas l'acheter parce que, enfin, on va l'acheter, mais la succession non. Donc ça fait 1 an qu'on aurait pu lancer un projet de village artisanal qu'on bloque parce que la succession n'est pas réglée. C'est juste ça, quelquefois, l'économie productive. Alors, j'espère que cette succession va se résoudre dans les mois qui viennent et qu'on puisse attaquer ce projet qui pourrait être porté par un promoteur d'ailleurs, et qui répond à une demande du territoire, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'artisans qui n'ont pas besoin de grandes surfaces, qui ont besoin finalement, et c'est pas péjoratif dans la bouche, d'un petit atelier ou d'un garage pour ranger leur fourgon, leur matériel. Donc on sait que là-dessus, il y a un projet qui tient la route, qu'on peut faire facilement. Mais voilà, on a une petite difficulté qui nous contrarie, et qu'on va essayer en harcelant le notaire, s'il faut que ce soit possible. Donc, budget sans problème, lui aussi qui est porté par le budget principal, donc on a pas fait des réalisations. Je rappelle que sur le précédent budget de Coudal, dès qu'on aura vendu ces terrains, bien entendu, on fermera ce budget, qu'on n'aura plus d'intérêt, une fois que ce sera terminé. On ne laissera pas ce budget ouvert. Voilà. Et c'est le dernier vote en ce qui concerne notre budget. Des questions? Je vous remercie de votre patience et de vos questions et de vos remarques pertinentes. Attendez, on passe au vote quand même. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 41 voix pour. Je vous remercie. Point suivant, c'est le procès verbal, approbation du PV du Conseil communautaire du 22 mars 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Je veux dire que je m'abstiendrai parce que je ne vois pas voter quelque chose, j'étais pas là ce jour-là. Voilà, c'est juste ça. Ça paraît frapper du corps du bon sens. Voilà, ça me paraît. Oui. Je me tiendrai aussi, je n'ai pas présent. Non. Ok. Monsieur Bernard, vous étiez là. Ah, monsieur Bernard, vous étiez là. Oui. C'est quand on vous a élu au comité départemental. Attention. Rappelle-toi, tu t'es présenté au comité départemental pour voilà. Bon, allez, on vote. Allez. Le vote est ouvert. « 41, 36 voix pour, 5 abstentions. Donc abstention, M. Charlot, Mme Ducos, M. Expert, bien sûr, il n'y était pas, M. Papin et Mme Fauvet. Oui, évidemment. Juste, Président. Oui. Juste, tu l'as fait au début, mais moi je voulais remercier Anne-Laurence Toulec de son parcours parmi nous. Il a beaucoup travaillé. Je lui souhaite une pleine réussite et j'avoue qu'à ses côtés, j'ai quand même progressé un peu sur un domaine qui n'était pas bien, la comptabilité publique. Mais j'ai quand même appris un certain nombre de choses et je l'en remercie. Donc on a deux points d'information pour terminer. Donc la première, c'est concernant la permanence changement de bac. Pour rappel, il reste 2 permanences pour le changement de bac les samedis 15 et 22 avril. À ce titre, un mail sécurisé vous a été envoyé hier afin que les élus communaux puissent se positionner pour aider à cette distribution en complément des agents de la CDC. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui voudront bien se mobiliser pour cette action en direction des administrés. Et le deuxième, puisque la dernière fois, notre collègue Michel Garat avait posé une question concernant le siège de Bardon-Lagrange. Entre-temps,
nous avons reçu un retour, effectivement, des propriétaires du domaine de Bardon-la-Grande qui faisaient un retour positif sur la proposition d'achat au prix des domaines. Néanmoins, on a en bureau communautaire et on a considéré qu'au regard des priorités, et notamment sur le développement économique d'une part, et d'autre part sur nos capacités budgétaires limitées, le bureau a décidé de ne pas poursuivre en direction de cette acquisition. Donc pour ce qui concerne ce point-là, le point est définitivement clos. Voilà. Juste une petite remarque sur ce que tu viens de dire. Je ne dis pas que je ne partage pas ce que tu viens de dire. Je m'interroge juste sur est-ce que collectivement on aurait pu se poser tous ensemble la question. C'est juste la question que je pose. Est-ce que la décision devait être prise sur l'aspect factuel au niveau du bureau simplement, ou est-ce que la question devait être posée collectivement? Parce que pour moi c'était un vrai choix. C'est déjà un vrai choix en fait. C'est déjà un vrai choix sur les lignes directrices quand Jocelyn dit c'était soit le développement éco, c'est déjà des choix qui sont faits. Je ne dis pas que la décision n'a pas été celle-là, je dis que ça aurait été bien qu'on y soit tous associés. Bon, voilà, la position a été la suivante et a une majorité très confortable. Voilà. Mais j'entends bien ce que tu dis. Voilà, j'entends bien ce que tu dis. Ok, voilà, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie.